Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue Autrement dit. Cette semaine, dans le cadre de cette toute première semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau, on a l'honneur d'avoir un invité de marque. On reçoit le président général de l'Union des producteurs, l'UPA, Monsieur Martin Caron. Je dis on reçoit, mais en fait, on enregistre à la maison de l'UPA aujourd'hui, donc c'est plus l'UPA qui nous reçoit, donc merci de nous recevoir. Maintenant, en recherche, on a une certaine vision là, des enjeux qui sont reliés à la gestion de l'eau sur les entreprises, puis on trouvait que c'était pertinent là, d'avoir un autre angle, une vision complémentaire à la nôtre, si on veut, en invitant Monsieur Caron. Donc, avant d'aller plus loin, j'accueille mon co-animateur pour l'épisode d'aujourd'hui, Vincent Pelletier, qui est directeur du pôle pratique agricole à l'IRDA. Pour nos fidèles auditeurs, Vincent, il avait participé à l'épisode Canneberge avec Simon Bonin. Salut Vincent, comment ça va? Salut Félix, ça va super bien, toi aussi j'imagine. Oui, ça va bien. C'est le fun aujourd'hui, on est vraiment choyés d'avoir comme notre invité Martin Caron pour débuter la semaine des BPGA. Donc, vas-y Félix, je te laisse aller. Parfait, Vincent, sans plus tarder, je propose d'accueillir notre invité. Bonjour Monsieur Caron, comment vous allez? Ça va bien, bonjour à vous et bienvenue dans la maison de l'UPA. C'est la maison des producteurs, productrices agricoles et forestiers ici, au niveau du Québec. Monsieur Caron, on aime bien ça, apprendre à connaître nos invités, autrement dit. Fait que commençons ça en douceur avec une petite présentation. Voudriez-vous nous décrire un peu votre parcours là, qui vous a mené jusqu'ici à la présidence de l'UPA, si vous voulez? Oui, on va y aller quand même rapidement. Tout d'abord, je suis producteur agricole. Faut mentionner que mes parents avaient acheté une ferme de nom en parenté. Tu sais, des fois, j'avais la tendance de l'oublier. Mais ils ont acheté ça des gens inconnus. Okay. Donc, ils ont commencé l'entreprise. Moi, je suis né là-dessus et j'ai décidé. Je savais que je voulais faire l'agriculture. Mais peut-être pas comme mes parents. Mes parents étaient là vraiment dédiés à la ferme. Mais mon père avait 2 autres emplois, plus la ferme. Et ma mère s'occupait, entre autres, de la ferme, de la famille, parce qu'on était 4 enfants chez nous. J'étais le dernier de 4 enfants. Ça a donc décidé de, faire de l'agriculture à ma façon. Plus, moi, je trouvais que fallait que j'ai un lien avec les gens. Et donc, j'ai commencé à m'impliquer dans la relève agricole. Et là, j'ai vu que je pouvais faire de l'agriculture, le métier que je voulais faire. En plus de ça, m'impliquer au niveau social et vouloir changer les choses. Et ça m'a emmené de la relève sur différentes hautes organisations aussi. J'ai maintenu ce cap-là au niveau de l'UPA. J'ai été aussi du côté génétique avec au niveau du CIAC, le Centre d'insémination artificielle, CEMEX Canada, au niveau de Bovitech aussi, au niveau de la recherche. Ça m'a emmené là-dessus. Plus ensuite de ça, président de syndicat local, régional, arrivé dirigeant, et là, arrivé président. Mais peut-être chose à mentionner aux auditeurs, juste dire, à chaque fois je me suis impliqué, je pensais jamais d'être président, là. C'était pas mon objectif. Et même à l'UPA, tu sais, je veux dire, tu t'impliques. Mais bien souvent, c'est parce qu'on a des gens qui nous font confiance, qui sont là au niveau de l'équipe. C'est comme ça qu'on arrive en tant que président général. Et j'ai mon entreprise avec mon épouse Chantal. J'ai un garçon et une fille. Mon garçon, présentement, est sur l'entreprise agricole avec nous. Une ferme laitière de céréales, légumes de transformation aussi, avec un peu de boisé. Et ma fille, elle, avec son copain, me regarde pour faire un projet agricole ou agroalimentaire là, dans quelques années. Peut-être pas du temps plein, mais temps partiel. Mm-hmm. Ça, c'est un petit peu mon parcours, mais il faut mentionner aussi que j'ai été, pendant 4 ans de temps, administrateur à l'IRDA aussi. C'est que le côté recherche-environnement, ça m'a toujours passionné. C'était une plus-value pour moi d'être là puis de voir
entre autres, le travail qui est fait. Super intéressant. On peut donc dire là, que la profession vous a choisi plus que l'inverse. Oui, on peut dire ça. Okay, ben, super intéressant d'en apprendre un peu plus sur votre parcours. Là. Maintenant, comme il s'agit d'un épisode sur les bonnes pratiques en gestion de l'eau, j'ai envie de diriger la discussion là, un peu plus spécifiquement sur la gestion de l'eau. Donc, justement, j'aimerais savoir, là, par expérience personnelle, sur votre ferme, c'est quoi l'importance de l'eau sur une ferme laitière comme la vôtre? Ben, l'importance de l'eau, c'est essentiel. Les fermes laitières, faut mentionner que le nombre de litres déjà que les vaches laitières utilisent, c'est à peu près 100 litres par jour. Vaches laitières, ça peut passer de 75 litres à 125 litres, tout dépendant les productions des vaches laitières, entre autres. Ça que c'est très important d'avoir une quantité d'eau accessible au niveau des animaux. Puis là, je me recule dans le temps. Quand on envoyait les vaches au pâturage, c'était important d'avoir de l'eau, accès rapide aussi. Parce qu'on vivait ça aussi, des abreuvoirs qu'il fallait que soient très proches au niveau des enclos des pâturages. Donc, quantité suffisante de l'eau et de qualité de l'eau, c'est vraiment essentiel au niveau de la production. Puis au niveau des cultures, mais plus ça va avec les changements climatiques, mais on voit que oui, la pertinence de l'eau, c'est essentiel. Faut peut-être mentionner une donnée aussi. Tu sais, là, si on regarde ici au niveau du Québec, on utilise l'eau au niveau de l'agriculture, c'est 13% l'utilisation de l'eau. Si on regarde côté résidentiel urbain, c'est 41%. Et il y a 46% qui est le côté industriel commercial. Ça on est juste à 13% côté agricole, mais il reste pour notre production, puis pour les aliments puis les cultures, ça prend ça. Si on revient un peu vers l'UPA, je suis persuadé que tous nos auditeurs sont au courant un peu de qu'est-ce que l'UPA, mais est-ce que vous pourriez nous décrire plus en détail ce que c'est réellement l'UPA ou autrement dit, quelle est la mission de l'UPA? OK, ben ça donne bien, parce que premièrement, l'UPA a été fondée en 1924. Ça, vous comprenez qu'aujourd'hui, en 2024, on fête notre 100e anniversaire. Au tout début, ça s'appelait pas l'UPA, ça s'appelait l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs, entre autres, qui a été formée. Et pourquoi que ça a été formé? Tout d'abord, ben, c'était s'unir à la place de subir, parce qu'on revenait au niveau des guerres et il y avait beaucoup de production. Et les prix étaient vraiment côté catastrophe là, puis on avait de la misère, entre autres dans ces temps-là, à livrer les produits. Donc, on s'est organisé pour s'unir aussi, pour agir, entre autres, et d'avoir des programmes au niveau collectif. Donc, la mission de l'UPA, durant les années, ça a évolué un petit peu, mais ça a toujours été la mission, entre autres, de développer l'agriculture, l'agroalimentaire, de reconnaître aussi la profession des producteurs face au développement de l'agriculture, et que ce soit au niveau de l'agriculture ou de la foresterie ici. Parce que des fois, on a tendance à l'oublier, mais on a chacun au niveau de nos entreprises des lots boisés qui sont là, au côté acéricole aussi, entre autres. Mais c'est de défendre les intérêts, entre autres, puis dans cette mission-là de l'UPA, mais c'est développer au niveau de l'agro-environnement. Si on recule de nombre d'années, mais il y a tout le temps aussi ce développement-là, puis d'amener les gens mobilisés sur de la mise en marché collective. C'est des choses qui nous unissent, avec les mêmes valeurs aussi de respect, d'équité, entre autres. Pour nous, c'est très important. Vous avez parlé du développement. Si on fait un lien avec la gestion de l'eau, j'imagine que les membres de l'UPA que vous représentez font face à plusieurs défis en gestion de l'eau. Félix l'a dit tantôt un peu en introduction. Nous, avec nos yeux de chercheurs, plus de recherche, on voit les problématiques sous un certain œil, mais je trouvais ça intéressant de vous demander, vous, avec vos yeux de président de l'UPA, quels sont les défis actuels dans le domaine de l'eau en agriculture au Québec? Ben, si on recule de là quelques années, on aurait pensé que de l'eau ici, parce qu'on est une source d'eau douce ici au niveau du Canada et du Québec, quand même à 20% au niveau des superficies au niveau du Canada de l'eau douce. Il y a un 3% qui est ici au niveau du Québec. Ça qu'on pensait, il y a quelques années, que de l'eau ici, on en avait. Mais force est de constater présentement que c'est un enjeu. C'est que malgré qu'on a, il faut être capable d'optimiser cette utilisation d'eau. Et c'est pour ça qu'entre autres, au niveau de l'IRDA, c'est un élément assez important sur ces enjeux-là. Parce que de plus en plus, on a des contraintes. Face au changement climatique qu'on parle, des grands coups d'eau qui arrivent dans des moments. On l'a connu en 2023, juillet 2023, où on a eu des grands coups d'eau au raccord dans des temps très courts. Donc, il faut être capable de s'adapter. C'est des enjeux là-dessus. Puis d'autres enjeux aussi, c'est au niveau de la restriction aussi.
Parce que tantôt, je disais à 41%, c'est au niveau résidentiel. Ben, dans des cas, les producteurs agricoles ne peuvent pas prendre de croissance au niveau animal, entre autres, parce qu'ils commencent à manquer de l'eau, ou il y a une prévision, entre autres, qui dit au niveau des municipalités et des villes, qu'il va manquer d'eau. Donc, les gens ne peuvent plus faire une croissance au niveau du bétail à l'occasion dans des zones bien précises. Et là, ça nous amène à avoir une réflexion puis d'avoir ça de l'avant un petit peu plus loin, là. D'optimiser cette eau-là. On vient de parler un peu des enjeux ou défis là, auxquels font face les membres de l'UPA. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Là. C'est quoi, vous pensez, l'importance pour les producteurs de bien comprendre et surtout là, d'intégrer les bonnes pratiques de gestion de l'eau pour relever ces défis-là, selon vous? Ben, il y a différents enjeux qu'on voit, puis c'est important, parce que là, j'ai parlé de l'utilisation de l'eau. Il y a l'excès d'eau. Quand je dis des grands coups d'eau, c'est qu'il y a différents enjeux qui sont là. La première affaire, c'est l'excès. Parce qu'ici, côté agricole des terres, puis si on recule dans le temps, pour avoir une agriculture performante ici au Québec, mais il fallait être capable de sortir de l'eau des terres agricoles. Et c'est de là qu'il a été emmené un grand chantier de drainage des terres agricoles. Il y a une petite différence dans l'Ouest canadien et ici, parce qu'ici, on a des sols beaucoup plus argileux, ça qui amène des compactions si on sort pas l'eau directement des sols, comparativement à des terres plus sablonneuses au niveau de l'Ouest. Il y a des différences qu'on s'est aperçues. C'est donc d'avoir du drainage qui est bien fait, entre autres, puis qui soit fait, entre autres, avec un souci d'innovation et de recherche. C'est pour ça, entre autres, ça, par rapport à l'IRDA, toute cette recherche-là, c'est très important pour nous, les producteurs. C'est qu'il faut vraiment être capable de retirer l'eau. De l'autre côté, ben, on a vu tous les systèmes d'irrigation ici, qui ont pris de plus en plus de croissance. Au niveau côté fruits, côté maraîcher, horticole, c'est surtout ces productions-là qui utilisent les systèmes d'irrigation, parce que ça a des coûts, système d'irrigation. Ça peut être de 250 $ l'hectare à 1000 $ l'hectare. Ça qu'on comprend par rapport à la production que vous faites. Faut être capable de rentabiliser ça. Puis c'est ça une des plus-values qu'on aime au niveau de l'IRDA. Il y a un côté technico-économique aussi, parce qu'en tant que producteur, on a des décisions à prendre. Puis je rajouterais, il y a un volet séricole aussi là-dedans. De plus en plus, on a vu de la production séricole qui s'est développée, le goutte à goutte qui est là. Ça que ça, c'est des éléments quand même intéressants. Puis on regarde aussi nos producteurs. Puis là, c'est peut-être l'autre phase un peu plus loin sur les défis. Mais comment qu'on est capable ou comment qu'on peut avoir des bassins d'eau, qu'on récupère cette eau-là, qu'on puisse utiliser, d'avoir des réserves d'eau. On voit qu'on a de plus en plus de producteurs, mais je pense qu'avec le temps, il va falloir encore voir davantage ça. Et peut-être pour expliquer aux gens, ça se passe, c'est pas juste l'été, ça se passe l'hiver aussi, parce qu'on a de la neige. Exactement, c'est qu'on est capable d'amener de la neige proche de ces bassins-là pour récupérer cette eau-là. Valorisation d'eau de pluie aussi qui est possible. Puis, absolument, puis je vous dirais que vers 2000-2004, j'étais allé, entre autres, j'ai eu la chance d'aller en Australie puis en Nouvelle-Zélande, mais en Australie, vraiment, j'étais étonné de tous les systèmes de récupération d'eau là, que ce soit les eaux de lavage qu'il y avait pour les producteurs laitiers dans ces zones-là, pour toutes les eaux de pluie. Et là, je me disais, OK, ici au Québec, on a ça dans ces années-là, mais là, je réalise qu'aujourd'hui, il va falloir être capable de s'adapter avec des systèmes comme ça. On en voit, mais je pense qu'on n'a pas atteint cet optimum-là au niveau de l'utilisation de l'eau. Et l'eau, c'est une ressource importante en quantité, mais en qualité aussi. Est-ce qu'il y a eu des initiatives ou des programmes ou des actions mises en place par l'UPA pour encourager justement les bonnes pratiques de gestion de l'eau? Oui, si on recule dans le temps, entre autres, c'est quand on était avec le développement d'une stratégie en agro-environnement, puis là, on recule développer une trentaine d'années. Il y a eu des choses de mises en place par rapport à l'utilisation de l'eau. On parle des productions de fruits, fraises, framboises, entre autres, puis les produits... les producteurs horticoles, pommes de terre, etc., qui ont mis des choses en place, entre autres. Mais on doit parler aussi, comme je dis, pas juste de la quantité, mais de la qualité de l'eau. Et la qualité de l'eau, ben, ça passe, c'est quand même simple. Puis là, je m'adresse à des gens qui sont à l'IRDA. C'est la base, la santé des sols. Il faut avoir des sols en santé ici au Québec, parce que quand l'eau arrive, faut que nos terres soient perméables pour que l'eau vraiment s'infile dans les sols et que les plantes qui sont là puissent être capables de l'utiliser. Qu'il y ait pas de compaction qui se fasse. Il y a toute une notion que si ton sol est en santé,
l'eau qui va tomber, qui va être accessible, va être utilisée à son optimum, là. Mais dans des cas, qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est ça, là. C'est qu'il y a de la compaction au niveau de nos sols. Et en même temps, ça nous amène aussi quand est-ce qu'on peut faire les travaux. On voit les gens forcent des fois la note au printemps rentrer dans les champs quand c'est trop humide encore. Finalement, ça compacte plus. Ça compacte plus et on s'éloigne de la qualité ou de la santé des sols. Puis en même temps, on risque d'avoir les résidus d'eau qui coulent dans les fossés ou dans les drains, peut-être de moins bonne qualité parce que c'est des particules de sol qui vont se retrouver là. C'est que ça, il y a un lien à faire directement avec ça, là. Vous nous l'avez dit, cette année, vous fêtez vos 100 ans. Nous, à l'IRDA, l'année passée, on fêtait nos 25 ans, 2023. Ça a été fondé en 1998 là, par le MAPAC, l'UPA, puis le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie. Donc, d'une part, là, si on se replonge à l'époque, là, c'était quoi l'objectif de l'UPA en participant là, à la fondation d'un centre de recherche en agro-environnement? Puis d'autre part, 25 ans plus tard, qu'est-ce que représente l'IRDA pour l'UPA? Ben, dans un premier temps, comme je le disais tantôt, là, 30 ans, il y a eu un positionnement par rapport à une stratégie en agro-environnement. Puis de là, on voyait qu'il fallait avoir des données, il fallait avoir de la recherche, puis un côté scientifique à la chose. Puis ça, c'était la plus-value. Puis c'est pour ça qu'on militait, entre autres, d'avoir un centre comme l'IRDA qui s'est installé là-dessus pour avoir de la recherche et de la recherche appliquée sur le terrain. Puis c'est ça que les producteurs aiment. Ça, j'ai beaucoup de producteurs qui savent l'IRDA, qui connaissent l'IRDA parce qu'ils savent que c'est directement lié à leur pratique agricole. Puis ça, c'est une plus-value. Puis c'est des choses comme il y a 30 ans qu'on mentionnait et puis qu'on disait avec les ministères pour aller plus loin là-dessus. Il fallait avoir ces bases de données-là, ces ressources. Quand on est en tant que professionnel de l'agriculture, ben être capable de faire des actions concrètes directement sur le terrain, il faut être capable de se référer à ces recherches-là et ces outils-là technologiques. Si on regarde par rapport à ça dans le futur, il y a quand même encore des enjeux énormes. Mais moi, j'ai eu la chance, durant les 4 années que j'ai été au conseil d'administration de l'IRDA, de voir les chercheurs-chercheuses être engagés dans le côté agricole et agroalimentaire, entre autres. Puis il y a le côté aussi agroforestier qui est là, puis qui était très intéressant de voir. Là. Puis des fois, je le dis que l'UPA ou l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est une grande famille. Ben l'IRDA et les chercheurs, ils en font partie, là. Parce que nous, nos fermes, c'est un écosystème, c'est un laboratoire, mais en même temps, nous, on a besoin de références. Puis avec des chercheurs, on est capable d'avoir ça. Mais on a quand même des enjeux. Tu as parlé un petit peu du futur, tout ça. Il y a quand même des enjeux, puis il va falloir arrêter de voir au niveau des gouvernements, de voir ça comme une dépense, les centres de recherche. Il va falloir voir ça comme un investissement. Parce qu'on investit dans les centres de recherche comme on le fait au niveau de l'IRDA, puis qu'on devrait le faire davantage, ben on investit dans tout l'aménagement dans notre territoire et dans notre qualité de l'eau aussi. Là. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut voir. Notre garde-margée qu'on parle, là, c'est la base. On investit dans des solutions. Exactement. Puis pour ça, bien souvent, dernièrement, je parle de projet de société. Ben l'IRDA, il en fait partie du projet de société. Si on n'a pas la recherche et les chercheurs qui sont là, puis les conseillers pour le transfert, ça peut pas marcher, ce projet de société-là. Et c'est ça qu'il faut être capable de lancer face à la population, entre autres. Mais en même temps, ben, je le répète, là, mais il faut voir beaucoup plus l'IRDA comme un programme d'investissement qu'on fait à long terme sur la santé de nos sols puis la santé, naturellement, de l'eau qu'on parle aujourd'hui. Ouais, ben ça, je pense qu'on pourrait pas être plus en accord avec vous là-dessus. On a parlé, on parle souvent des problématiques, des enjeux, mais justement, dans les dernières années, est-ce qu'il y a de ces enjeux-là qui ont justement été réglés, puis qu'on peut dire, OK, ça, c'est le fun, il y avait une problématique, on y a travaillé, on a adopté des bonnes pratiques, maintenant, c'est réglé, entre guillemets, on peut passer à d'autres choses. Donc, dans les 26 dernières années, vu depuis la création de l'IRDA ou plus loin, selon votre expérience, est-ce qu'il y a de ces enjeux-là qu'on peut considérer comme étant réglés, si on veut? Oui, ben, si je prends encore en lien avec l'eau, il faut se rappeler que dans le temps, il y a peut-être une trentaine d'années avant que l'IRDA soit là, on disait aux producteurs, il faut être productif. Faut vraiment produire davantage, puis là, c'était pas optimisé, c'était maximisé. Il fallait produire davantage. Puis là, on s'est aperçu avec tous les enjeux sociétals, puis du côté environnement, entre autres, il y avait ce point-là à faire.
C'est qu'il fallait s'assurer avec des pratiques durables de l'agriculture. Et ça, je pense, l'IRDA a contribué face à ça, sur ces volets-là, que ce soit au niveau des systèmes d'irrigation, du goutte à goutte, que ce soit au niveau de la production céricale aussi. Il y a eu de la recherche qui a été faite de ce côté-là. Mais l'IRDA est intervenu sur la santé des sols, puis éviter cette compaction-là des sols, pour utiliser cette eau-là qui descend. C'est que ça, je pense, de plus en plus, on voit des producteurs qui mettent en place des pratiques agricoles qui a eu une évolution puis qui a passé, entre autres, dans les centres de recherche au niveau de l'IRDA. On parle des cultures de couverture, là. C'est quoi l'impact de ces cultures de couverture-là? On en fait la promotion. On fait la promotion aussi d'utiliser, que ce soit l'azote ou le phosphore, à des bonnes doses, des doses qui répondent aux besoins de la plante, mais pas plus que ça. Puis comment qu'on est capable d'optimiser tous ces nutri-éléments-là qu'on utilise, entre autres, pour faire croître les plantes davantage. Puis il y a un volet que je trouve aussi que l'IRDA nous a emmené durant les dernières années, puis je dois dire parce qu'on a encore un défi, c'est que c'est au niveau technico-économique aussi. Ça nous prend des coups parce on peut bien vouloir aller dans un axe, mais il faut qu'on aille chercher une rentabilité à quelque part dans tous ces systèmes-là. Oui, puis ça, c'est quelque chose que je dirais justement qu'on regarde beaucoup à l'IRDA. Oui, c'est beau développer des solutions, mais on garde toujours en tête que ces solutions-là doivent être économiques, doivent être applicables pour que les producteurs veulent et puissent les adopter à la ferme. Absolument. Il faut que ça soit pratico-pratique, puis c'est le lien. Puis d'ailleurs, sur d'autres projets, je pense, entre autres, en tant que UPA, on a eu les laboratoires vivants qui ont été installés. Mais l'IRDA, les chercheurs de l'IRDA ont contribué face à ça, puis d'avoir, OK, c'est quoi les enjeux sur le terrain directement, entre autres. Puis on sait qu'il y a d'autres recherches qui se fait aussi au niveau de l'île d'Orléans aussi, par rapport à la captation de l'eau salée, puis comment qu'on pourrait utiliser. C'est qu'il y a de l'innovation, de la technologie qu'il faut être capable de démarrer. Puis après ça, c'est de trouver les outils, entre autres, puis d'avoir des gestes concrets, là. Ouais, je prends la balle au bon, là, justement. Vous en avez parlé un petit peu quand même, là, de continuer nos recherches puis tout ça, mais en tant qu'équipe de recherche sur la gestion de l'eau à l'IRDA, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour aider les membres de l'UPA, pour les aider face à ces défis-là, puis pour l'intégration là, plus des bonnes pratiques de gestion de l'eau dans leur quotidien? Moi, je dirais, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, puis on parlait d'optimisation de l'eau. On n'aura pas le choix, là. Là, on sent qu'il y a des régions, des zones qui sont restreintes. Je pense qu'il faut continuer à aller chercher là-dessus. Je parlais de réserves de bassins d'eau, entre autres. Il faut juste penser au niveau de l'évaporation de ces eaux-là. Comment qu'on peut s'organiser pour pas qu'il y ait d'évaporation, parce qu'on le voit, le changement climatique est bien réel, là. Ça sera pas dans 5 ans, on est déjà dedans, là. Des grandes chaleurs, tout ça. C'est que je pense qu'il y a de la recherche qui doit se continuer de ce côté-là. Puis je rêve un jour d'avoir des tableaux de bord qui nous parlent à nous en tant que producteurs au niveau de la gestion. Je sais qu'à l'IRDA, vous travaillez sur quelques indicateurs comme ça. Mais je rêve à ça aussi, là, qu'on puisse arriver avec ça ensemble, vraiment, toute la communauté. Puis mon autre rêve ou mon autre souhait, c'est que nos gouvernements prennent ça aussi, là, comme indicateur ou comme reddition de compte. Là, malheureusement, c'est pas le cas. C'est ça que je trouve dommage, parce qu'on n'a plus les moyens de faire chacun nos affaires de notre côté. Puis moi, en tant que producteur agricole et forestier chez nous, quand je prends une décision, il faut que je sois capable d'avoir des comparables. La population nous demande au niveau du développement durable, la durabilité, on nous demande la biodiversité. D'ailleurs, en passant, la biodiversité de l'IRDA a contribué énormément, parce que 25% de la biodiversité se trouve dans nos sols. Et l'IRDA, la santé des sols, c'était vraiment au-dessus de la liste pour dire il faut travailler pour la santé de nos sols. C'est une plus-value, mais il faut trouver ensemble des tableaux de bord qui vont nous parler à nous, les producteurs, puis qui vont nous montrer, pour nous benchmarker, excusez-moi l'expression anglaise, mais pour nous benchmarker dans le temps pour dire est-ce qu'on s'améliore, puis face à d'autres productions ici qui sont nos comparables. Donc, on a parlé justement des défis, on a fait un retour en arrière, on s'est projeté un petit peu dans le futur. Si on va encore plus loin dans le futur, on a parlé que l'IRDA a 25-26 ans, l'UPA fête son 100e anniversaire cette année. Donc, ma dernière question, avant de vous laisser le mot de la fin, en fait, j'ai 2 sous-questions. Si on se projette dans 25 ans, vous avez parlé tantôt d'un projet de société, qu'est-ce que
selon vous, on pourrait observer pour dire, OK, là, on a réussi, c'est vraiment un succès, notre projet de société, et dans les 100 prochaines années? Je sais que c'est beaucoup. C'est encore plus dur, mais vu que le PA a 100 ans, je voulais faire un petit clin d'œil dans le temps. Ben, la première des choses, sans aller dans 25 ans, mais on va juste commencer un petit peu, puis ça va nous amener dans 25 ans. Je fais juste vous dire que on regarde la population ici au Québec, là. Juste en 2030, là, mais qu'on arrive en 2030, on va être 9 millions. On est à peu près à 8,5, on va être à 9 millions. Encore là, il y a une augmentation de la population. Sur le côté planétaire, en 2030, on va être 8,5 milliards de personnes. C'est que le défi, entre autres, qu'on va avoir dans les 25 prochaines années qui vont augmenter davantage au niveau de la population, mais ça va être de nourrir ces gens-là, là, avec l'outil, puis avec nos sols, puis avec les nouvelles technologies. Ça, je pense que le projet de société, ça va être dans 25 ans, entre autres, si on regardera, ça va être d'avoir l'agriculture, pas en vase clos, puis pas voir tous les autres enjeux environnementaux, que ce soit l'eau, les lacs, que ce soit les rivières, ou que ce soit la biodiversité, tout séparé. Nos fermes, c'est des écosystèmes. Puis il faut le voir dans la globalité. Et ça, l'ERDA, si on dit qu'on veut réussir ce projet de société-là, c'est bien de voir sur cet ensemble-là d'écosystèmes. Puis je pense que l'allié qui est là, vraiment, l'alliance qui est entre les producteurs et l'ERDA, elle est essentielle par rapport à ça. Et on va devoir se doter face à nos gouvernements qui nous appuient là-dedans. De pas marcher différents ministères en solo de ce côté-là. Faut vraiment intégrer tout ça parce que sinon, nous, les producteurs, on s'y perd là-dedans. Là. Mm-hmm. On s'y perd vraiment. Puis je vous dirais, pour la jeune génération qui ont étudié puis qui continuent à dire, ben voyons donc. Là. Tu sais, on me demande séparément des choses, mais c'est un tout. Là. On peut pas séparer les choses. C'est que je pense dans 25 ans, la réussite du projet de société, ça va être vraiment qu'on ait une agriculture et un agroalimentaire équitable ici. Équitable dans tout son ensemble de l'écosystème. C'est qu'on ne produit pas juste des aliments, mais on produit un écosystème qui est le bienfait de l'ensemble. Puis la santé des sols, la qualité de l'eau, ben, ça passe par rapport aux producteurs, puis c'est la solution qui est là. Mais il faut vraiment investir au niveau de la recherche et du soutien de l'accompagnement face aux producteurs. C'est que moi, le projet de société, je pense que c'est juste la société qu'on brande ce bout-là. Il faut que ça soit équitable. On peut pas faire ça à perte, là. C'est quand même pas rien qu'on parle de ça. Nourrir les gens, c'est une affaire, là. Mais on parle de protéger nos cours d'eau puis la planète par rapport à notre terre, là, puis nos forêts. Là. C'est la base. Ça. Je pense qu'on va y réussir. Puis dans 100 ans, ben c'est sûr qu'ils vont s'en passer de l'innovation, puis de la recherche, puis plein de choses. Puis il faut tout le temps avoir ce maillage-là. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup les laboratoires vivants. Parce que chacun sont engagés face aux défis puis aux enjeux qu'on a peut-être sur nos entreprises, mais par rapport au niveau de notre planète. Mais il faut que ça soit ça. On peut pas marcher ça séparé. Que les chercheurs s'en aillent sur le côté, que les producteurs, des conseillers puis le gouvernement ailleurs. Faut vraiment amener ça. J'espère dans 100 ans qu'on va avoir compris cet élément-là. On l'espère aussi. Merci infiniment, Monsieur Caron, c'est déjà fini. Merci Vincent pour l'excellent travail de co-animation. Ouais, merci Félix, merci Monsieur Caron, très apprécié. Ben merci bien, puis au plaisir de encore collaborer ensemble dans les projets futurs. Ça sera avec plaisir. Fait que merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.